75 000 personnes auraient déjà contracté le virus en Guyane. Autrement dit, une personne sur 4, c'est ce qui ressort de l'étude EpiCovid réalisée par l'Institut Pasteur de Guyane. Le second volet de cette étude menée auprès de 60 ménages a été publié il y a quelques jours. Pour en parler, nous recevons ce matin l'épidémiologiste Claude Flamand. Bonjour. Bonjour. Nous vous avions reçu, Claude Flamand, il y a 3 mois quand vous aviez publié le premier volet de cette étude. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau, du coup, au cours de ces derniers mois ? Alors depuis, effectivement, nous avons fait un deuxième volet de l'étude. Donc ce qu'on avait appris déjà, c'était qu'au moment du pic épidémique, mi-juillet, c'était le premier volet de l'étude, on avait à peu près 15% de la population qui avait déjà été infectée, ce qui était quand même très élevé par rapport à ce qu'on observe ailleurs. Ce qu'on apprend maintenant avec le deuxième volet qui a été mené, par contre c'est important de le dire, début octobre, donc c'est déjà une situation la situation a encore évolué depuis, mais début octobre, on avait à peu près 25% de la population qui avait été touchée, et donc on sait qu'on sous-estime sensiblement la séroprévalence à cause de plusieurs facteurs différents, donc on pense qu'on est vraiment était entre 25 et 30% de la population touchée au début du mois d'octobre. Avant de venir plutôt sur les différents enseignements qu'on peut tirer de cette étude, on pourrait peut-être faire le point sur la manière avec laquelle vous avez travaillé. Comment est-ce que ça s'est passé? Depuis combien de temps est-ce que vous travaillez et auprès de combien de personnes? Combien de personnes vous avez suivi? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, la façon dont on procède, c'est qu'on propose à un échantillon de la population de participer à une étude sérologique, c'est-à-dire avec un questionnaire, un petit questionnaire avec quelques questions, on répond à ces questions-là, et un prélèvement sérologique, donc un prélèvement sanguin qui est fait, où on va appliquer un test sérologique pour savoir est-ce que les individus ont des anticorps. Donc en juillet, on avait proposé à tous les laboratoires et tous les centres et postes de santé de participer une semaine donnée en demandant à toutes les personnes qui visitaient le centre de santé ou le laboratoire de participer à l'étude. Donc c'est complètement basé sur le volontariat à ce moment-là. Donc en fait, c'est des personnes qui se présentaient dans des laboratoires pour se faire tester. Vous alliez à leur rencontre et leur proposer de participer à l'étude. De participer à une étude gratuite qui consistait à avoir un test sérologique. Et on proposait, donc en juillet, on a eu 500 personnes qui ont participé. On a augmenté un peu les effectifs parce qu'on a augmenté les centres de santé, notamment on a intégré les centres Croix-Rouge également lors de cette deuxième évaluation. On a eu 1000 personnes au total qui ont accepté courant octobre, ce qui a permis d'avoir un échantillon un peu plus représentatif de la population avec différents facteurs sociaux, économiques. Et géographiques aussi, ça s'est passé sur tout le territoire ? Exactement. Alors on a des centres de santé malheureusement on n'a pas pu avoir tous les centres de santé. Par exemple, le centre de santé de Camopi, qui était quand même très intéressant parce qu'on sait qu'il y a eu 2 vagues qui se sont succédées à Camopi notamment. Donc ça aurait été intéressant de comparer par rapport à ce qui s'est passé sur le reste de l'Oyapock. En tout cas, Camopi, on n'a pas pu avoir. Par contre, on a des centres de santé on a le centre de Saint-Georges sur l'Oyapock et puis on a la totalité des centres de santé sur le Maroni. Et on a également les différents laboratoires, donc sur l'île de Cayenne, sur Kourou, sur Matoury, sur Saint-Laurent. Claude Flamand, à la fin du mois d'août, dans le premier volet de votre étude, il ressortait qu'un Guyanais sur 6, vous l'avez dit tout à l'heure, 15% à peu près, c'est ça, avait déjà été infecté par le virus. Maintenant, c'est 1 sur 4. Est-ce que ça veut dire que, dans 6 mois, on sera à 1 sur 2 ? Alors ça, c'est une très bonne question. Ça va beaucoup dépendre de l'évolution de la situation. Donc là, comme vous l'avez constaté, il y a une évolution qui se fait actuellement. On a une augmentation qui est très progressive pour l'instant, mais une augmentation qui quand même se voit sur les différents indicateurs de surveillance que l'on a. Si c'est vraiment le démarrage d'une seconde vague, ce qui n'est pas impossible du tout, ça va dépendre de l'ampleur de cette vague-là, et évidemment, il y aura plus il y aura de nouvelles infections, plus cette séroprévalence-là va augmenter. Cette deuxième vague, ça fait quand même maintenant de longues semaines qu'on en parle et qu'on l'annonce en Guyane. D'ici combien de temps est-ce qu'on saura si oui ou non il va y en avoir une en Guyane ? Alors moi je pense que les 2 prochaines semaines vont être cruciales pour voir comment ça se passe un peu avant les vacances scolaires. Je pense qu'après les vacances scolaires également, ce sera très intéressant de voir comment ça se passe. On sait que les déplacements jouent un rôle assez important. Le retour des individus dans leur famille au moment des vacances peut jouer aussi un rôle. C'est difficile de se projeter, mais en tout cas tout laisse à penser qu'il faut être vigilant actuellement parce qu'on n'est pas du tout à l'abri d'une seconde vague qui démarrait. On est peut-être en train de vivre le démarrage
démarrage d'une deuxième vague, je veux dire. Il y a l'ARS qui parle de période de pivot un petit peu là en ce moment pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc d'ici les prochaines semaines. Je pense que déjà le point épidémiologique de cette semaine sera quand même, à mon avis, assez important. Celui de la semaine prochaine aussi, et on aura, à mon avis, les confirmations ou l'information assez rapide. Ouais, parce que là on est autour d'une 50aine de cas à peu près quotidiennement. À partir de combien de cas en fait on pourra considérer qu'on a dépassé le seuil ? Alors il y a des seuils en fonction de l'incidence. Ce qui est difficile à établir, c'est qu'on sait très bien, et d'ailleurs l'enquête de séroprévalence nous le montre, c'est qu'on sait que pour un certain nombre de cas confirmés, il y a beaucoup plus d'infections réelles dans la population. Donc là ça va être un peu difficile de vous donner un chiffre, et ça dépend beaucoup des stratégies de dépistage, ça dépend de la couverture du système de surveillance. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que si l'augmentation continue à se confirmer et qu'on passe à 50, 60, 75 cas rapportés chaque jour, ça va devenir évident qu'on est en train de vivre la deuxième vague, quoi. Claude Flamand, pour revenir sur les études que vous avez pu mener sur la propagation du virus en Guyane, est-ce que vous avez pu apprendre des choses justement sur la propagation du virus ? Est-ce qu'il y a des particularités par rapport à d'autres territoires ? Alors on a pu effectivement, alors non pas découvrir sur cette enquête, mais confirmer un peu des spécificités guyanaises qu'on avait commencé à pressentir avec les autres travaux qui étaient menés. Premièrement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une très forte transmission. C'est-à-dire que dans un département comme la Guyane, avec les spécificités de la population qui est jeune, qui est très très jeune, c'est le département où la population est le plus jeune du continent américain, faut le rappeler. Donc en fait, on voit que dans un département comme celui-là, le taux de transmission est très élevé. C'est-à-dire que la proportion des personnes touchées est très élevée. On a eu au cours de la première vague, c'est ce qu'on a estimé début octobre, c'est l'impact de la première vague. Quand on voit qu'on a entre 25 et 30% de la population touchée, c'est environ 3 fois plus que ce qu'on observe dans les autres pays au cours de la première vague. Donc ça veut dire qu'un jeune transmet plus le virus en fait qu'une autre personne ? Alors, exactement, et il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Premièrement, quand on est jeune, on a des relations sociales qui sont plus importantes que quand on est âgé. D'accord. Donc les contacts sociaux sont beaucoup plus nombreux dans les populations jeunes. Ça, c'est des choses qui ont déjà été décrites avec des études spécifiques qui s'intéressent aux contacts. Donc quand on est jeune, on a déjà plus de contacts. Deuxièmement, quand on est jeune, particulièrement pour le Covid, on a des formes qui sont beaucoup plus modérées. Et donc quand on a des formes plus modérées, on vit plus facilement avec le virus, on se déplace, on a des contacts alors qu'on est contagieux et on peut transmettre la maladie plus facilement que quand on est alité, évidemment. Donc ces deux facteurs-là font que dans une population comme ça où on est jeune, on pense que ces deux facteurs-là font que le virus se transmet beaucoup plus facilement. L'autre élément qui permet de corroborer ça, c'est que même s'il y a un nombre d'infections qui est très élevé, le nombre de formes sévères reste très faible. D'accord. Donc on a effectivement, pour un nombre aussi important de contaminations, on a quand même malgré tout un nombre de passages en réanimation et un nombre de décès qui reste quand même très très faible, qui est 3 à 5 fois moins important que ce qui est observé en métropole ou dans d'autres territoires européens. Et ça pour le coup on l'explique aussi par la jeunesse de la population. Exactement. Le taux de sévérité. Exactement. Donc ça c'est des éléments qui s'expliquent par la structure, par âge de la population. Donc le fait que la population soit jeune, on transmet plus facilement parce qu'on a beaucoup plus de contacts, parce qu'on fait des formes modérées, donc on vit avec le virus, on se déplace, on échange, on se voit dans des contacts professionnels, etc. Donc on peut transmettre le virus. Maintenant, comme la population est jeune, les formes sont beaucoup plus modérées et le bénéfice qu'il y a, faut bien qu'il y ait des avantages qui contrebalancent les inconvénients, mais l'avantage c'est qu'il y a beaucoup moins de formes qui sont sévères et heureusement en Guyane, on peut déplorer un nombre de décès, un nombre de passages en réanimation, un nombre d'hospitalisations qui reste quand même relativement modéré dans les limites de ce qui est supportable par les structures de soins. Donc pour résumer, la Guyane plus touchée que les autres territoires, mais moins de décès, moins de passages en réanimation parce que plus de jeunes au final. C'est ça. Et deuxième élément qu'on a appris, et là ça a vraiment été conforté avec cette deuxième évaluation, c'est que le niveau socio-économique joue un rôle fondamental dans le risque d'infection. On avait déjà pressenti ça avec une autre étude qui est menée en complémentarité avec celle-là sur des ménages qu'on suit dans lesquels il y a eu un cas confirmé. On voyait que le niveau socio-économique plus le niveau socio-économique était défavorable, plus la transmission était importante. Et ça, comment est-ce qu'on l'explique ?
Eh bien, ça, on l'explique par plusieurs éléments. Premièrement, c'est la petitesse des logements. Alors, il y a effectivement les conditions d'habitat, donc la promiscuité qui existe dans les logements. Quand vous êtes 3, 4, 5 parfois à dormir dans la même chambre, ça va être beaucoup plus difficile d'appliquer des mesures de distanciation physique dans les logements. Deuxièmement, il y a les conditions environnementales également. Donc, on sait qu'il y a certains quartiers, par exemple, d'habitat spontané, où au début de l'épidémie, par exemple, il n'y avait pas d'accès à l'eau potable, par exemple. Donc, évidemment, se laver les mains, appliquer des mesures barrières, etc., éviter d'avoir des surfaces contaminées quand on n'a pas accès à l'eau potable, évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que les actions qui visaient à mettre à disposition des rampes d'eau ou à rendre gratuite, par exemple, l'accès aux bornes monétiques, etc., c'était des actions vraiment pertinentes dans un département comme la Guyane, parce que l'accès à l'eau potable est fondamental dans un département comme ici. Alors, ce qu'on a vu, c'est que vraiment le niveau socio-économique, qu'on appréhende comme assez souvent dans les études par le type de couverture sociale que l'on a, joue vraiment un rôle fondamental. Et on a un gradient dans la séroprévalence en fonction du niveau socio-économique. C'est-à-dire que quand on bénéficie du régime général, en général, on est entre 10 et 15% de séroprévalence dans cette population-là. On va peut-être préciser séroprévalence. Séroprévalence, c'est la proportion de la population qui a des anticorps, donc qui a été infectée. Donc c'est comme ça qu'on évalue la taille de la population qui a déjà été contaminée. Donc on appelle ça une prévalence et séroprévalence parce que c'est la prévalence à partir de la sérologie, donc des tests sérologiques. Donc on regarde la taille de la population qui a déjà des anticorps, on rapporte ça à la taille de la population guyanaise et on a une proportion. Et c'est cette proportion-là qu'on va pouvoir comparer à d'autres parce que ce type d'étude-là est assez classique et standardisé et c'est utilisé dans d'autres pays et comme ça on peut comparer quels sont les pays qui sont les plus touchés. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on passe d'une proportion de population touchée de 10 à 15% au régime général à quelque chose qui a une proportion qui sera entre 20-25% pour les gens qui bénéficient de la CMU. Si on s'intéresse à l'AME, l'aide médicale de l'État, on augmente encore davantage et les personnes qui n'ont pas de couverture sociale du tout, on arrive jusqu'à des niveaux qui touchent parfois les 40%. Donc plus les ménages sont modestes, plus le virus se propage vite en fait. Exactement. D'accord. C'est exactement ça. Ça, c'est vraiment le constat fort qu'on a pu faire lors de cette deuxième évaluation. Donc c'était déjà pressenti, mais du fait qu'on ait une population qui est plus importante, qu'on ait bénéficié de la participation des centres de Croix-Rouge qui se rendent aussi dans des zones d'habitat spontané où il y a des populations qui sont particulièrement précaires, on a pu vraiment évaluer le taux de transmission dans ces populations-là. Autre question, Claude Flamand, une des questions de base que vous étiez posée il y a quelques mois, c'était de savoir si la Covid-19 se propageait dans les ménages de la même façon en Guyane que dans d'autres territoires, des territoires moins chauds et moins humides, pour savoir du coup s'il y avait une incidence du climat sur la propagation. Finalement, quelques mois après, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet ? Est-ce que vraiment il y a une incidence entre les deux ? Alors, ça c'est une très bonne question. On est presque sûr aujourd'hui, avec toutes les études qui ont été menées dans différents pays, qu'il y a un rôle du climat. D'accord. Sur la propagation du virus. Donc dans les températures froides, et ça c'est le cas dans beaucoup de virus respiratoires saisonniers qui circulent notamment en Europe au cours de l'hiver, on sait que les virus premièrement résistent beaucoup mieux quand ils sont exposés à des températures froides, mais on sait aussi que les populations sont beaucoup plus confinées dans des espaces clos et réduits quand il fait froid. Donc ça, ce qu'on gagne en fait quelque part avec ce qu'on perd avec la température, on le gagne avec les comportements qu'on a rester chez soi. D'accord. Donc quand on est dans un espace clos, confiné, ce qui est le cas en hiver par exemple dans des pays tempérés, on a plus de chances de transmettre le virus. Donc en Guyane, où on est dans des températures qui sont relativement importantes, donc on a avec des fortes températures, des températures chaudes, on vit de façon beaucoup plus aérée. D'accord. On vit dans des espaces qui sont beaucoup plus ouverts, etc., ce qui limite cette transmission-là. Donc on serait dans un département où il ferait beaucoup plus froid, la transmission serait peut-être plus importante. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans un département, même si le taux de transmission est réduit parce qu'on vit dans des espaces aérés, ouverts, etc., ça n'empêche pas, et on l'a vu dans cette épidémie-là qui a touché la Guyane, dans cette première vague, ça n'empêche pas qu'il y a des taux de transmission qui sont très importants parce que les comportements de la population, la structure de la population, on l'a déjà expliqué, les comportements, en tout cas les contacts
contacts qu'il va y avoir sont quand même très importants pour pouvoir favoriser la transmission. Ce qui fait que dans un département comme la Guyane, le climat n'est pas suffisant pour pouvoir empêcher une vague épidémique. D'accord. Ça va certainement jouer parce que les personnes sont dans des milieux qui sont beaucoup plus aérés, mais c'est pas suffisant. Et l'application des mesures barrières reste d'actualité dans un département comme le nôtre parce qu'on voit que malgré ces conditions qui sont entre guillemets défavorables à la transmission, on a quand même une transmission qui est très très forte, qui est voire plus forte que dans d'autres pays, ce qui se résume certainement par les comportements de la population, les relations sociales qui existent, le mode de vie qu'on a dans un département comme la Guyane. Dernière question, Claude Flamand, parce qu'on a déjà un petit peu dépassé le temps imparti. Selon votre étude, 75 000 personnes auraient déjà contracté le virus. Pourtant, et j'ai lu le dernier Covid Info de ce week-end, les autorités sanitaires ont confirmé seulement, entre guillemets, 11 800 cas. Ça veut dire quoi? Que la majeure partie des personnes infectées sont asymptomatiques? Alors, asymptomatique. Alors, il y a plusieurs facteurs qui font ça, mais effectivement, il y a un gros gap. C'est vraiment le nombre de cas confirmés, même si les efforts de dépistage qui sont mis en place en Guyane sont très importants. C'est vraiment le haut de l'iceberg qu'on voit. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a des formes asymptomatiques, comme vous l'avez dit. Il y a aussi des formes qui sont peu modérées, enfin qui sont peu sévères, donc qui sont très modérées. Donc en fait, quand vous avez des symptômes qui durent 1 à 2 journées, le temps que vous réfléchissez à aller vous faire dépister, c'est passé, vous allez mieux et vous continuez à vivre. Donc en fait, les formes asymptomatiques, les formes qui sont modérées, voire très modérées, effectivement on va les louper avec les stratégies de dépistage. Et puis il y a aussi des personnes qui font des formes un peu plus sévères mais qui n'ont pas envie de se faire dépister pour des raisons, parce que le test est désagréable, parce qu'ils n'ont pas envie de la stigmatisation. Enfin, il peut y avoir plusieurs raisons au niveau des individus qui font que même symptomatiques, même si c'est un peu plus sévère que très modéré, il y a des personnes qui ne vont pas se faire dépister également. Donc en fait, mais là on parle quand même de 60 000 personnes quasiment. Ah ben c'est énorme, mais dans l'enquête, en fait, c'est intéressant parce que comme on a un questionnaire, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient déjà des anticorps qui ne savaient pas du tout qu'elles avaient été infectées. Et dans les ménages qu'on suit, on a à peu près 20% de personnes, même si elles suivent avec une fiche de suivi clinique où elles notent tous les jours si elles ont eu de la fièvre, si elles ont eu une toux, si elles ont eu le nez qui coule, etc. Il y a des personnes qui, même avec ce suivi quotidien, n'ont aucun symptôme, quoi. Donc ça, c'est d'une part assez important, 20%, et puis il y a presque 75% des personnes qui ont des symptômes qui sont jugés très modérés, qui durent très peu de temps au cours du temps, et du coup on loupe ces personnes-là dans les stratégies de dépistage. Donc c'est pas étonnant qu'on ait beaucoup plus. D'ailleurs c'est pour ça que ces études-là, qui coûtent quand même un peu d'argent, sont quand même très utiles, parce qu'elles permettent d'avoir le réel impact de l'épidémie, et c'est comme ça qu'on arrive à appréhender le risque futur de vagues. Pour voir la totalité de l'iceberg. Exactement. On l'aura bien compris. Écoutez, merci beaucoup Claude Flamand, on le rappelle, épidémiologiste à l'Institut Pasteur. Vous étiez avec nous pour parler de ce deuxième volet de cette étude EpiCovid, pour savoir concrètement, pour voir l'iceberg dans sa totalité de l'épidémie de Covid-19. Merci beaucoup. Merci. Radio Pays.